comment repenser notre époque. Donc insister un peu sur la pensée quand même. Hein. Je suppose que c'est cela l'objet de votre rencontre. Alors, comme je suis vieux maintenant, je vais être un peu impertinent. Chaque fois que je parle, je dis du mal de ceux qui m'invitent. Oui, quand je dis me moquer un peu de vous, c'est sur ce mot d'impertinent. Parce qu'en fait, d'un point de vue scientifique, et pour ma part, chaque fois que j'ai l'occasion de parler, j'insiste un peu là-dessus, la pertinence, c'est ce qui est en phase avec le temps. C'est ça le mot. Et on a, dans tous les domaines, on insiste pour voir si quelque chose est en pertinence, donc si c'est pertinent. Et dans le fond, l'impertinent, c'est celui qui n'est pas en phase avec le temps. Et donc, de mon point de vue, c'est le politiquement correct, puisque c'est un peu là-dessus que je vais insister, qui est impertinent. C'est-à-dire qui ne correspond pas véritablement à ce qui est en jeu. Et le problème n'est pas négligeable. Je dirai pourquoi dans un instant. Étant aussi entendu que justement on a tendance dans cette société du spectacle à se contenter de quelques banalités que l'on prend pour la pensée. Et maintenant, chaque fois que j'ai l'occasion soit d'écrire, soit de parler, j'insiste sur le fait qu'il y a nécessité d'avoir un certain effort et de ne pas se contenter, encore une fois, de ce qui justement serait un peu ses facilités. Alors cela dit, en regardant le flyer, ça décrit tout à fait ce que j'ai l'intention de faire, c'est-à-dire si je prends deux mots importants, d'une part, c'est vrai que je me suis toujours attaché à essayer d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est notre société. J'ai eu pour maître un grand anthropologue de l'imaginaire qui était Gilbert Durand, et qui, à un moment où ce n'était pas évident, rendait attentif au fait que, justement, il fallait repérer quel était l'imaginaire du moment, dans le sens simple du terme, d'ailleurs. Le climat dans lequel on baigne. Le corrélat, c'est que, tout comme il y a, dans son sens strict, des changements climatiques, il y a aussi des changements climatiques dans l'esprit du temps. Donc voilà, pour moi, c'est avoir cette perspective qui est une forme de vision. Oui, c'est important. En même temps, vous avez employé dans ce flyer ce mot qui me convient, atterrir. Et de fait, c'est le second aspect de toute ma pensée, le quotidien. Dans le fond, on ne saisit bien les choses que quand on a l'atmosphère, le climat, et en même temps, ce sur quoi l'on est. C'était d'ailleurs, pour tout dire, le titre un peu de ma thèse d'État il y a fort longtemps, en 1978, j'avais appelé cela l'enracinement dynamique. C'est-à-dire que c'est à partir des racines, j'y reviendrai, qu'il y a de la dynamique, qu'il y a véritablement, dans le sens étymologique du terme, j'aime beaucoup les étymologies, une force qui anime le vivre ensemble, c'est-à-dire toute vie en société. Et pour ce faire, alors je vais un peu insister là-dessus, puisque actuellement c'est mon dada dans mes deux derniers livres. Il faut se purger, disons, des représentations auxquelles nous sommes habitués. Alors quand je dis représentation, c'est dans le sens simple du terme, encore une fois, les grands systèmes qui nous ont formés, même d'une manière d'ailleurs très simple, ces représentations, moi je dis, c'est ce que l'on a sucé avec le lait maternel. De la petite enfance jusqu'à l'alma mater universitaire. On a intégré, encore une fois, sans bien y faire attention, un ensemble de représentations et qui, à bien des égards, nous empêche de voir surgir les choses. Voilà, pour moi, c'est un peu un de mes leitmotifs, c'est ça, découvrir. D'ailleurs, ce par quoi a terminé tout à l'heure Aurélien Fouillé, moi, me convient tout à fait, réinventer. Il y a toujours un processus de réinventation, il faut réinventer, refaire ressortir, encore une fois, ce qui est là, et c'est cela qui est important. Là encore, juste pour mémoire, et ce n'est pas simplement de la pédanterie, le propre de la vérité, aletheia en grec, c'est découvrir. Découvrir un peu ceux qui tentent à s'accumuler, je dirais les oripeaux. C'est ça les systèmes de représentation, qui ne permettent pas
bien évidemment, devoir, dans le sens simple du terme, dégraisser. Et on le trouve dans beaucoup de cultures. Hein, déchirer le voile de Maya, c'est-à-dire toutes ces illusions bétifiantes qui, tant au niveau individuel d'ailleurs qu'au niveau collectif, eh bien, alourdissent, comme on fait de la mauvaise graisse. Eh bien, de la même manière, c'est quelque chose de même ordre qui est dans l'ordre pour ce qui concerne la pensée. En ce sens, d'ailleurs, moi j'ai souvent insisté sur le fait que, plus que des représentations, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, il faut savoir présenter, faire des présentations. C'est peut-être plus humble d'écrire. Vous voyez, non pas simplement la représentation, et ça c'est la tradition philosophique qui nous vient de ce qu'on appelle la phénoménologie, Husserl l'avait bien montré, Heidegger également. Et alors c'est dans ce cadre-là que, pour reprendre le titre que vous avez donné à cette soirée, je pense qu'on peut repenser une époque. Étant entendu que c'est jamais achevé. L'expression que j'emploie souvent, c'est toujours et à nouveau. Il y a toujours et à nouveau quelque chose de cet ordre, si vous voulez, qui, comme je le disais tout à l'heure, nous permettent peut-être d'éviter en quelque sorte les facilités. Mais le propre de la facilité, comprenez-moi bien, hein, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, il y a toujours cette tendance à s'assoupir. Et à certains moments, je pense que nous sommes dans un de ces moments, eh bien, où il faut sortir véritablement de cet assoupissement intellectuel, parce que cela est lourd de conséquences. Alors, pour ce faire, bien sûr, et là aussi, moi, je suis étonné de la manière dont actuellement, ce qui tente à prévaloir, c'est, je dirais, un jargon inutile. Là, c'est le côté purement universitaire, ou alors des rengaines sirupeuses, le moralisme ambiant. Moi, je dis l'expression que j'emploie, c'est ce Niagara d'eau tiède de bons sentiments que l'on entend dans la presse, la radio, la télévision, les discours politiques, le rôle des experts, des affaîteries. Et de fait, il y a des banalités, en quelque sorte, qui sont constamment indiquées et qui servent, dans le fond, de barrage à ce qu'est véritablement l'expérience de la vie. Donc je pense qu'on est dans un moment, ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines, où il y a nécessité de revenir à l'expérience. Juste pour mémoire, je me suis rendu compte il y a quelques années que le mot expérience venait du vieux français espérir, périr. Donc en quelque sorte, je dirais, mourir en fait aux certitudes pour justement saisir ce qu'est la vie. Ce qui était d'ailleurs, juste pour mémoire, vous le savez peut-être, une des belles phrases d'Héraclite, montrant comment il n'y avait de vie qu'à partir de la mort et de mort à partir de la vie. Cette coïncidence que montre bien Héraclite, je dirais, c'est cela qui permet d'évacuer en quelque sorte ces routines philosophiques, ou encore ce qu'un sociologue comme Alberoni appelait le choc amoureux, montrant qu'il y a, que ce soit encore une fois dans la relation individuelle ou dans la relation collective, dans le vivre ensemble, il y a toujours quelque chose, cet énamourement de base, choc amoureux a-t-on traduit en français, qui tente à s'alourdir, qui tente à perdre de son dynamisme et qu'il faut revenir à cela. Je vous en fais grâce, mais il y a, et peut-être vous avez quelques souvenirs de cela, les deux formules remarquables à la fois de Platon et d'Aristote, qui montrent que ce qui est le choc initial ou ce qui est la racine même de la pensée contre justement ce qui est appelé la doxa, c'est-à-dire l'opinion, c'est, disent-ils, chacun emploie ce mot, l'étonnement. Et avec ce côté de tonnerre qu'il y a toujours dans cette idée d'étonnement, et il montre bien que c'est en quelque sorte ce Thomassein, cet étonnement qui est la base même de la démarche de pensée. Moi je crois que c'est cela qui fait qu'une pensée à un certain moment peut être authentique, en ce qu'elle est à bien des égards troublante, surprenante, et que du coup elle peut devenir passionnante. Là encore, juste une petite expression, moi qui m'a toujours frappé, que j'ai souvent indiqué à mes chercheurs et à mes étudiants, que j'ai souvent signalé dans mes conférences. On oublie qu'au début même de cette démarche que je viens de dire, il y a ce qu'on appelle la libido sciendi, c'est-à-dire un désir du savoir en quelque sorte.
Mais étant entendu que ce savoir repose, encore une fois, sur cette énergie, sur cette libido. Pour ma part, j'ai essayé de traduire cela en parlant d'une raison sensible. Il y a cette espèce de conjonction entre, bien sûr, cette capacité, cette exception, cet élément extraordinaire qui est le nôtre, enfin, de notre espèce animale, celui de raisonner, c'est-à-dire d'établir des relations de cause à effet, tout simplement, mais qu'on ne peut bien raisonner que si on n'oublie pas qu'il y a aussi le sens, les sensibles, et que, dans le fond, il y a toujours ce va-et-vient qu'il convient de faire entre la pensée et la vie. Alors voilà en quel sens, par rapport là encore à ce qui était proposé pour cette soirée, c'est cela qu'est la méthode qu'il faut mettre en place. Là encore, je rappelle, méthodos, c'est la mise en chemin. Et quand Descartes fait ce fameux discours de la méthode, ben c'est justement comment on va s'orienter, puisqu'un monde est en train de cesser, la modernité commence. Elle peut être antérieure, mais en tout cas là, elle prend un essor qui n'est pas négligeable, et donc il élabore ce nouveau discours, ce discours de la méthode, tout simplement pour, en quelque sorte, rompre avec l'ensommeillement qui était celui de la scolastique. Étant entendu, bien sûr, qu'au XIIIe siècle, qui fut un siècle qui n'était pas négligeable, il y avait des sommes, les fameuses sommes théologiques, qui étaient là, quelque chose qui, en quelque sorte, balisait le terrain. Mais tout le travail de Descartes, et d'ailleurs antérieurement, il y a bien sûr d'autres philosophes qui l'ont montré, c'est de montrer comment on peut faire un nouveau discours qui va, en quelque sorte, indiquer le chemin. Voilà, vous avez bien compris. Pour moi, c'est ça, ce nouveau cycle qui commence. C'est ça, parce que faute de mieux d'ailleurs, parce que c'est vrai que on n'a pas de mots spécifiques pour dire ce qui est en jeu actuellement, et qu'on dit post-modernité. Mais parce que, je rappelle juste pour mémoire, le mot modernité n'apparaît sous la plume de Baudelaire qu'en 1848. On parlait de post-médiévalité avant. Et là, c'est vrai que, faute de mieux, nous disons post-modernité pour dire quelque chose d'autre est en gestation, que l'on vit, qu'on ne sait pas encore bien penser. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Vous avez bien compris. On ne sait pas encore le penser parce que, bien évidemment, on a encore ces pensées qui nous embarrassent, ces représentations. D'où cette nécessité de se purger pour aborder cette civilisation en gestation. Le mot, je le répète, c'est quand même important, notre époque. En grec, le mot époque, ça veut dire parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et que donc il y a à repérer, bien évidemment, si on prend cette métaphore, qu'une parenthèse est en train de se fermer. Et du coup, il y a nécessité de revenir là, d'atterrir. Moi, j'avais écrit un de mes livres il y a fort longtemps, fort ennuyeux, qui s'appelait « La connaissance ordinaire », où j'essayais de rendre attentif à l'ordinaire, justement, à cette vie-là. J'ai parlé de la raison sensible il y a un instant, et puis j'avais fait, avec Hélène Schroll, il y a quelques mois, un essai beaucoup plus polémique sur les nouveaux bien-pensants, qui justement, où j'essayais de montrer comment, d'une certaine manière, on continuait à se gargariser d'un certain nombre de systèmes qui n'étaient plus adéquats en pertinence. Alors un petit apologue que je fais maintenant, pour bien montrer cette liaison qui peut exister entre la pensée et les sens. Encore une fois, comment on ne peut penser que si on est attentif, encore une fois, à ce qui est vécu à la vie. Je rappelle ce petit apologue qu'on trouve dans l'Odyssée, au chapitre 17, quand Ulysse revient à Ithaque, donc 20 ans après. Il est fardé pour qu'on ne le reconnaisse point, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et il y a juste à l'entrée du palais son chien Argos, scène qui est connue. Et c'est le chien qui va le reconnaître. La formule en son entier, je ne la dis pas en grec, mais je donne la traduction, elle est savoureuse. Le chien pensa Ulysse dans celui qui s'avançait devant lui. Le chien pensa Ulysse dans celui qui s'avançait devant lui. Bon, pour dire au bref, le mot, ça veut dire tout simplement, il le renifle, il le flaire. On pourrait dire il intuitionne. Et je trouve que c'est intéressant comme métaphore de voir comment le penser, dans le fond, c'est celui qui sait renifler. Voilà pourquoi je dis cela.
Je cite ce petit apologue, et sans me faire référence d'ailleurs à cette petite histoire, pour ma part, je m'étais targué il y a quelques années d'être un renifleur social, ou un renifleur du social. C'est-à-dire en quelque sorte sentir un certain nombre de ces choses-là, qu'après, bien sûr, il faut mettre en ordre, bien évidemment, mais qu'il faut savoir d'abord renifler. Noyen, donc cette idée de pensée, eh bien, c'est se mettre dans l'esprit par l'entremise des sens. Encore une fois, c'est de l'ordre de la banalité, mais qu'il faut rappeler ces banalités. C'est-à-dire quelque chose qui fait que ce n'est plus la paranoïa de celui qui pense par en haut. Ça, c'était la grande idée de la modernité. J'y reviendrai, c'est cette grande idée du rationalisme. Tandis que là, ce que nous rappelle ce petit apologue, et ce que nous rappelle d'ailleurs même toute la pensée qui était celle du XIIIe siècle, du Moyen-Âge, eh bien, c'est qu'il y a d'abord cette adéquation entre les choses et l'intellect. Mais il y a un va-et-vient qui va se faire. Et c'est cela, moi, qui me paraît important d'avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut bien penser que si on s'accorde avec le sensible. C'est d'ailleurs une des expressions, et dans mon dernier livre, j'en parle fréquemment, cette idée du bon sens, du sens commun, qu'on avait tendance à négliger et qui, à mon sens, est l'élément essentiel, c'est-à-dire savoir voir. Et on peut jouer sur ce mot de savoir-voir. Savoir, je fais même un petit jeu de mots en disant le savoir, c'est savoir avec un CCDI A. Voir. Voir ça. Voir ce qui est là. Non pas encore une fois ce qu'on aimerait construire d'une manière abstraite, mais que c'est en fonction de là, finalement, qu'il peut y avoir, ben justement, moi je trouve que c'est un élément important, cette radicalité, c'est-à-dire revenir à la racine. Là aussi, c'est un sociologue que Aurélien Fouillat a cité tout à l'heure, qui était Jean Baudrillard, et qui avait justement, contre une pensée simplement critique, on nous a appris à être critiques. Il disait, il faut savoir revenir justement à cette radicalité, aux racines des choses. Encore une fois, ce qui est vécu dans la vie de tous les jours, et du coup, l'importance, dans le fond, de la tradition. À quoi cela conduit-il ? Là, je ne peux pas le développer, je l'indique juste pour mémoire. 2 mots. Quand on pense uniquement avec son cerveau, d'une manière un peu désincarnée, eh bien, on va penser uniquement la réalité réduite à une caractéristique essentielle. Par exemple, le principe de réalité. Un principe de réalité qui sera économique, qui sera social, qui sera politique. Cette idée même de principe de réalité. Alors qu'il y a quelque chose d'autre plus riche qui est en jeu actuellement, qui est le réel. La réalité, c'est rachitique. La modernité, par efficacité d'ailleurs, a réduit quelque chose de vaste à un principe de réalité. Alors que le réel, c'est gros de contraire, c'est gros du rêve, c'est gros du ludique, c'est gros du festif, c'est gros de l'onirique, des fantasmes, fantasmagories. Et quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on voit qu'il y a des moments où justement le réel est gros de l'irréel. Et il est d'autres moments où, au contraire, on a réduit le réel à la réalité. Je dis bien, quand je dis réalité, c'est une réduction à un élément. Juste pour mémoire, la définition que donnait Auguste Comte à la fin du XIXe siècle de la société, il disait en latin, pour caractériser ce qu'était la société moderne, et la sociologie qui était censée en rendre compte, il disait « reductio ad unum », c'est-à-dire qu'on va réduire à une unité, à un élément. Et du coup, on va évacuer tous les autres aspects. Ce qui n'était pas le cas dans la Renaissance, par exemple, ce qui n'était pas le cas à d'autres époques des histoires humaines. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train, dans le fond, de dépasser la réalité pour rentrer à nouveau dans quelque chose qui est de l'ordre du réel. Et je dis bien, le réel étant à bien des égards gros, bien évidemment, de cet irréel. C'est ça, pour moi, le changement de paradigme qui est en jeu actuellement. Je rappelle pour mémoire que quand Thomas Kuhn, qui est cet historien américain dans Structure des révolutions scientifiques, va parler du paradigme, il donne comme métaphore cette idée, le paradigme, c'est une matrice. Donc, en montrant comme corrélat
c'est-à-dire une matrice où les conditions sont requises pour que naisse la vie. Et en montrant bien aussi, pour les révolutions scientifiques, mais en montrant bien qu'une matrice, justement, peut être féconde, peut devenir inféconde. Et pour ma part, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est-à-dire que la matrice moderne, le paradigme moderne, ça a marché. D'une manière diffuse, on se rend bien compte que ça ne marche pas. Voilà, je voulais, cette longue introduction pour dire très rapidement qu'est-ce qu'il en est de ce paradigme moderne, qu'est-ce qui est en jeu dans le paradigme postmoderne. Là encore, ce serait un long développement que je ne peux pas faire, mais disons qu'entre le XVIIe et la moitié du XXe siècle, ce qui a prévalu dans l'organisation de la cité et dans la structuration individuelle, c'est en effet un tripode, qui est indiqué dans l'introduction que vous avez faite de moi. D'une part, l'accent mis sur la valeur travail, c'est-à-dire l'économie. Et on voit bien comment c'est au début du XIXe siècle que ce qui était une nécessité devient une valeur. Et tout au long du XIXe siècle, il y a en effet cette valorisation de la nécessité travail, qui était jusqu'alors réservée aux classes serviles ou aux esclaves, pour mémoire, puisque l'homme noble dérogeait s'il travaillait. Donc on voit bien comment, à partir du XIXe siècle, il y a ce qui va donner, bien évidemment, la grande valeur, au travers de la valeur travail, la prévalence de l'économie et de l'organisation de l'économie de la société contemporaine, de la société moderne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément du tripode, bien justement, c'est ce qui s'élabore au XIXe siècle, c'est-à-dire ce mythe progressiste. La vraie vie est ailleurs. L'énergie est tendue vers la société parfaite. Et ça a pu être dit, d'ailleurs, Marx ne s'en prive pas dans la question juive, lorsqu'il montre que ce qu'est la politique, et pour lui qui était un homme de progrès, ce progressisme, c'était, disait-il, la forme profane de la religion. C'est-à-dire tout ça, le messianisme. Le grand messianisme judéo-chrétien, c'est-à-dire pensant toujours en termes de paradis céleste, eh bien, on va le réaliser sur Terre. C'est en effet cette émancipation dont parlait Aurélien Fouillé et qui est, dans le fond, la société parfaite. C'est le deuxième point du tripode. Et le troisième point, comment cela se fait-il? C'est le grand rationalisme. Le rationalisme, vous voyez, c'est, dans le fond, une systématisation de cette capacité humaine qu'est la raison ou la rationalité. Dès qu'on dit isme, on a là une systématisation. J'ai cité Thomas Kuhn qui le montre bien d'ailleurs. Il montre comment jusqu'au XVIIe siècle, il y a un type d'équivalent, il y a un même paradigme entre l'Europe et l'Occident, et l'Orient, pardon. Invention de la poudre à canon, l'imprimerie. Et qu'à ce moment-là, il y a un gap qui va se faire, c'est-à-dire autant l'Europe va suivre le développement exponentiel que l'on sait, autant la Chine, l'Extrême-Orient, va rester jusqu'à la fin du XIXe siècle sur le même modèle du XVIIe siècle. Pourquoi ? Eh bien, il dit avec une expression latine, parce que cette Europe va suivre la via recta de la raison, droit au but. Et pour aller droit au but, elle laisse sur le bord de la route toute une série d'impedimenta inutiles, de bagages qui alourdissaient la marche. Le rêve, le jeu, le festif, l'imaginaire. Et que donc, c'est parce qu'il y a ce rationalisme, cette grande accentuation sur un des paramètres humains, qu'il va y avoir développement scientifique, application technologique, organisation de la société. Voilà le schéma. Voilà le tripode, si vous voulez. Valeur travail donnant la grande valeur économique, l'importance d'un peu plus tard, le progrès, le mythe du progrès, et au moyen de ce rationalisme, cette systématisation, en quelque sorte, de la raison. Dans son livre fameux qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », Max Weber reprend exactement cette idée. Rationalisation, dit-il, généralisée de l'existence, aboutissant à cette fameuse expression qui est le désenchantement du monde, donc qui est la conséquence, bien évidemment, de ce vaste processus. Voilà le paradigme moderne. Soyons clairs, c'est là qu'il y a le décalage que je disais tout au début. C'est ce paradigme qui reste encore l'élément essentiel de la société officielle. Celui qui est en jeu dans toutes nos institutions, éducatives, politiques, sociales, etc.
Donc c'est bien évidemment, encore une fois, à partir de là que l'on va penser, ou que ceux qui ont le pouvoir de dire ou de faire, l'intelligentsia pour dire bref, eh bien, continuent à fonctionner à partir du tripode que je viens d'indiquer. En même temps, ce à quoi moi je rends attentif, moi à côté de bien d'autres, bien évidemment, ben, c'est qu'il y a une saturation de ce processus. Je dis bien, puisque j'aime ce mot qui n'est pas de moi, qui est du sociologue américain Sorokin, qui est un spécialiste de la culture, montrant une chose simple d'ailleurs, qu'il parle de la relation amoureuse, il dit dans le fond le propre d'une relation amoureuse, un peu, il ne le cite pas mais il pourrait le citer, Montaigne parlant de son amitié avec la Boétie, c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. C'est-à-dire il y a de l'évidence. Et montre-t-il, à certains moments, cette évidence ne marche pas et une culture du coup n'est plus efficace. On ne se reconnaît plus là-dedans. Et c'est pour cela qu'il emploie ce mot de saturation. Une lente dégradation de ce qui était la relation amoureuse, par exemple, ou l'importance de telle ou telle valeur culturelle. Moi, je l'applique également pour ce qui nous concerne en disant, oui, il y a métamorphose, il y a saturation. Mais en même temps, ce à quoi j'essaie de rendre attentif, c'est que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que, bien évidemment, on voit comment quelque chose cesse, et comment c'est à partir de cela même qui cesse que quelque chose d'autre s'élabore ou se construit. Là encore, revenons à l'humilité historique. Il suffit d'observer ce que sont la multiplicité de nos villes européennes pour voir comment c'est à partir des édifices qui se sont écroulés ou que l'on a détruits. C'est avec ces pierres-là que se reconstruit quelque chose d'autre. Eh bien, de mon point de vue, c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu dans ce que j'appelle le paradigme post-moderne. 3 points, bien sûr, ça se nuance, ça se complexifie et tout à l'avenant, mais pour rester justement dans le cadre d'une amorce d'une discussion, ce n'est plus la valeur travail qui va prédominer. Et même si ce que je dis peut paraître paradoxal, je ne pense plus que ce soit sur la valeur économique que va se construire la société. Il y a une saturation et de la valeur travail et de l'économie. Et qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu. Alors moi, je propose l'idée de création, de créativité, dans lequel s'inscrit justement tout ce que rappelait tout à l'heure Aurélien Fouillet, c'est-à-dire, dans le fond, ces impedimenta que l'on a laissés sur le bord de la route, ces bagages que l'on considérait comme inutiles. Moi, je dis ces paramètres humains, ludiques, festifs, oniriques. Pas simplement au niveau individuel. On voit comment ils sont en train de contaminer la sphère publique. Contaminer. Ce n'est plus simplement derrière le mur de la vie privée qu'ils peuvent s'exprimer, mais de multiples manières, et bien sûr, cyberculture aidant, il y a cette épidémiologie de ces dimensions-là. Voilà le premier point. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, là justement, quand j'ai l'occasion de discuter avec les chefs d'entreprise, ça me fascine de voir comment eux le vivent, ce que je dis. On ne mobilise plus de l'énergie juvénile simplement sur la valeur travail, alors qu'on va mobiliser de l'énergie, justement, si on sait mettre l'accent sur cette appétence, tous ces paramètres que je viens de dire, jeu, festif, qualitatif de l'existence, appétence. Et que c'est uniquement si on sait jouer sur cette appétence qu'on obtiendra de la compétence. Voilà le premier point, si vous voulez, qui est diffus, peu, encore une fois, peu institutionnellement appliqué, mais en tout cas ce qui correspond pour moi à la société officieuse, c'est-à-dire de plus en plus faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner, le qualitatif de l'existence. Voilà le premier point important. Le deuxième point, en effet, ce n'est plus simplement demain, un peu plus tard, la société parfaite et tout à l'avenant, le futur sous ses diverses modulations. Mais là encore, il faut voir comment cela se décline. Mais à bien des égards, comme cela fut le cas à d'autres époques des histoires humaines, le présent, le carpe diem, quelque chose qui, dans le fond, montre que c'est une énergie qui est intense et qui est vécue avec d'autres ici et maintenant. Alors, le mot, moi, que je propose pour rendre attentif à cela, pour éviter de... Parce qu'on n'a pas de mot français pour dire ce qui serait l'envers du progressisme. C'est toujours de la régression. Dans d'autres langues néo-romanes,
existe des mots comme ingresso en italien, en espagnol, en portugais, etc. C'est-à-dire une énergie qui se focalise in, pas pro, pas quelque part lointain. Et à ma connaissance, il y a une fois en langue française, c'est Élisée Reclus, qui était un géographe de la fin du XIXe siècle, qui a employé ce mot de ingre. On ne peut pas trop l'employer, il n'est pas utilisable. Mais disons quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la progressivité. Voilà mon hypothèse. Non pas le progressisme, mais la progressivité. L'idée de progressivité, c'est tout simplement, justement, utiliser le développement technologique pour, à bien des égards, faire autre chose que la simple fonctionnalité. Et les exemples qu'on donnait tout à l'heure, à mon sens, sont probants, et on sait que 70% du trafic d'Internet, c'est des forums de discussion philosophique, religieux, ludiques, érotiques, toutes choses qui, dans le fond, renvoient bien, encore une fois, à des éléments archaïques, et qui, en même temps, usent ou utilisent ce développement technologique. C'est ça que j'appelle progressivité. Vous voyez, quelque chose, l'image que je donnerai, ce n'est pas simplement la flèche du temps progressiste, mais l'image de la spirale, ce que j'appelais tout au début l'enracinement dynamique. Il y a de dynamique à certains moments, je ne sais pas pourquoi, il y a de dynamique que s'il y a appel à ses racines, à ses vieilles lunes. Être en contact avec l'autre, et ce, de diverses manières. Voilà le deuxième élément, c'est-à-dire pas simplement le futur, mais un présent. Et comment c'est à partir de ce présent qu'il y a, encore une fois, la mobilisation d'une énergie. Et le dernier élément, ce n'est plus simplement le rationalisme, je l'ai dit 2 ou 3 fois, je le redis, c'est-à-dire quelque chose qui va renvoyer, bien évidemment, je dis moi, raison sensible. Mais l'importance aussi, on pourrait dire aussi, de l'imagination. C'est ça l'imaginaire. Dire, dans le fond, la mobilisation de toute une série d'autres éléments qui ne s'inscrivent pas simplement dans la finalité, dans l'instrumentalité, dans l'utilitarisme. J'ouvrais hier ou avant-hier, je ne sais plus, un colloque sur le luxe, et c'est fascinant de voir comment, donc rassemblant uniquement des chefs d'entreprise du secteur du luxe, et ce qui ressortait, d'abord de ce que j'ai essayé de dire et puis de la discussion après, c'est que dans cette période de soi-disant crise économique, il y a un développement exponentiel du luxe. Et je rappelais une chose précise, qui est le résumé de tout ce que je viens d'essayer de dire ici. Eh bien, le luxe, ce n'est pas simplement la luxure, c'est ce qui est luxé, la luxation, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement fonctionnel. Et il y a une appétence pour cette chose-là qui n'est pas simplement ou directement fonctionnelle. Voilà un peu pour moi ce qui serait en gestation des pistes pour indiquer ce paradigme postmoderne en gestation. Et dans le fond, pour revenir au début de mon propos, eh bien c'est parce que justement on reste sur un logiciel moderne que l'intelligentsia ne sait pas comprendre ce qui est en jeu actuellement. Le logiciel désuet de la modernité. Et du coup, il y a bien évidemment cette crise, qui n'est pas, vous l'avez bien compris de mon point de vue, une crise simplement économique, mais avant tout une crise sociétale, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus conscience de ce que l'on est, et du coup on n'a plus confiance, bien évidemment, à ce que l'on est. Et la conséquence, après tout, pourquoi pas, ce n'est pas la première fois qu'il y a un décalage entre l'intelligentsia et le peuple. Le problème, c'est que nous voyons chaque jour les conséquences de ce décalage. Les discours de haine, de démagogie, de fanatisme, d'extrémisme, c'est la réponse du berger à la bergère. Je lisais ce matin ce chiffre donné à un colloque qui vient de se tenir à Nice. 1132 jeunes français impliqués dans les filières djihadistes. 376 qui seraient déjà en Syrie et en Irak. Bien, voyez, pour moi, cet élément-là, fanatisme, ne fait que traduire, je prends cet exemple, on en pourrait en trouver bien d'autres, mais ne fait que traduire tout simplement ce décalage que je viens de dire. La conséquence du fait que si on ne sait pas dire quelque chose, si on ne sait pas mobiliser l'énergie sur le qualitatif, ça devient pervers. Pervers, c'est-à-dire quand une forme n'est plus en congruence avec son temps, pervia, elle prend des voies détournées. Le fanatisme, pour moi, s'inscrit dans cette voie. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement négligeable,
de dire oui, il y a un décalage entre ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire et ceux qui vivent, cela a les conséquences, je donne ces conséquences, mais on pourrait en trouver bien d'autres. Alors, quelle serait, je n'ose pas dire une solution, mais en tout cas, moi ce à quoi je rends attentif, et c'est l'objet en effet de ce que j'ai écrit sur penser la postmodernité actuellement, c'est de dire que dans le fond, il y a de la part de cette intelligentsia une anorexie, dans le sens simple du terme, c'est-à-dire une incapacité à bien saisir ce qu'est la vie, le vitalisme, la vitalité, pour les raisons que j'ai dites au début, c'est-à-dire qu'on va penser à partir de la tête, alors qu'il faut penser avec cette conjonction de la tête et des sens. Et je rappelle, ce que je dis n'est pas original, c'était ce qu'on trouvait déjà dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, montrant que ce qu'il appelle le réalisme, ben justement, c'est une conjonction de la raison et des sens. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a justement cette incapacité, c'est-à-dire où on continue à penser selon ce que devrait être le monde, eh bien, qu'il n'y a plus la prise en compte de ce qu'il est. Proust disait cette belle phrase que je relevais, « On devient moral lorsqu'on est malheureux ». Bien, il y a, à mon sens, de la part de cette intelligentsia, un grand malheur dans la tête, qui rend incapable, à bien des égards, de saisir ce qui est. D'où la multiplicité, ce par quoi je commençais, qu'il faut redire, il faut dire, jusqu'à plus soif. Hein, dans le fond, ces multiples incantations de jactance, d'arrogance, de suffisance. C'est frappant de voir, moi ça me frappe toujours encore, de voir comment, en écoutant tel ou tel discours, je lis ce que je viens de dire. Et donc, du coup, quelque chose qui fait que médias, politiques, experts restent là-dessus. Il y a une très belle, vous connaissez, on l'a dit et redit, cette formule par laquelle Hegel disait au XIXe siècle, la lecture du journal et la prière de l'homme moderne. Et de fait, il y avait quelque chose qui faisait que le journal avait le journal comme cristallisation de ce que je viens essayer d'indiquer. Et quelques décennies plus tard, Nietzsche, parlant de ces mêmes journaux, comme étant, il le dit en latin pudiquement, vomitus matutinus, si je traduis, dégueulis matutino, et autres vomissures vespérales, bien sûr. Donc on voit bien comment, en quelque sorte, ce qui était la prière de l'homme moderne en est venu à désigner quelque chose qui ennuie tout le monde. Et ce n'est pas négligeable pour les raisons que je disais il y a un instant. Donc du coup, voilà en quel sens c'est un enjeu important. Repenser, avec audace, avec courage, c'est-à-dire dans le fond, repérer et apprécier le grouillement. J'ai cité tout à l'heure Gilbert Durand, qui justement est ce grand théoricien de l'imaginaire, montrant comment le grouillement culturel, il employait le mot fourmillement culturel. Et je pense qu'il y a un fourmillement culturel quand on regarde en particulier ce que sont ces pratiques juvéniles. Et s'il y a discussion, je pourrais donner des éléments en ce sens, mais que d'une certaine manière, si on reste sur le schéma qui était le schéma, encore une fois, qui était le schéma à partir duquel on pensait le monde à partir du cerveau, on ne le verrait pas. On ne sera pas, si je reprends le mot que je disais tout à l'heure, reniflé. Ce qui, à certains moments, sont les frissons existentiels qui parcourent nos sociétés. Alors, là-dessus, je le dis juste pour mémoire, puisque là, c'est un de mes leitmotifs. On comprend une société à partir d'une topique, d'un lieu. La grande topique moderne, celle du cerveau, c'est la topique verticale. Et on voit bien comment c'est à partir de là que s'est élaborée la grande idée d'éducation. Alors que ce qui est en jeu, la topique qui n'est pas officielle, qu'on n'ose pas dire, mais qui est une topique horizontale. Et cette horizontalité qui s'exprime, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, comme toujours quand quelque chose renaît, pour le meilleur et pour le pire. Ma position n'est pas une position morale. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a lieu de quitter cette loi du père pour prendre au sérieux cette loi des frères. Verticalité, horizontalité, pour moi, c'est les deux mots, si vous voulez, que j'ai essayé de décrire dans de multiples de mes livres, mais qui, dans le fond, met l'accent sur le fait que Morin parle d'une noosphère, la noosphère. C'était, je dis deux noms,
Thomas d'Aquin et Antonio Gramsci. La Somme théologique et un auteur marxiste. Et qui montrait qu'il n'y avait de vraie pensée que quand il y avait, disait-il, quand l'intellectuel était organique. Et je trouve que, bon, alors ça peut être interprété de diverses manières, mais cette idée d'organicité, ben c'est cela, hein, c'est-à-dire en gestation, quelque chose qui est en relation étroite, bien sûr, avec ce qui est vécu, encore une fois, cette vie quotidienne, de diverses manières. Et que c'est quand justement il n'y a plus cette relation organique au quotidien, à ce qui est vécu, qu'il y a les conséquences que j'ai dites, bien évidemment, il y a un instant. Je termine par cette phrase de ce poète Hölderlin, je trouve qu'il faut toujours savoir écouter les poètes, mais qui en même temps montre bien que ce n'est pas cela qui est en jeu actuellement. Ce que tu cherches, cela est proche et vient déjà à ta rencontre. Moi je dirais, c'est déjà là. Je l'ai dit, c'est là, c'est vécu, c'est pas encore pensé. S'il y a défi, en tout cas moi c'est ainsi que je comprends le mien, eh bien c'est de mettre en relation avec ce qui est là. Savoir voir, tout simplement. Savoir voir. Et que c'est ça l'idée de présentation. En bref, repenser, c'est être contemporain à son temps et au mieux, bien évidemment, être un contemporain radical à son temps. Je vous remercie.